va parler diagnostic immobilier, gestion du parc d'instruments de mesure. C'est ce qu'on disait un peu en aparté. C'est pas la tête de gondole des sujets de diagnostic immobilier. Néanmoins, c'est un sujet hyper important. Sur lequel, c'est pour ça qu'on a fait ce choix avec vous, chers conférenciers, d'aborder ce sujet, et on va en parler aujourd'hui. Pour commencer, je vous propose de faire un petit tour de table, chers conférenciers, sur cette conférence co-organisée avec vous, Jean-Michel Catrin-Testoun, depuis plusieurs années. Un grand plaisir. Peut-être pour se présenter, Jean-Michel, rapidement. Merci Xavier. Jean-Michel Catrin, donc je suis le fondateur de la société Testoun, que j'ai eu le plaisir de créer en 2007. Et voilà, j'ai le plaisir d'accompagner un certain nombre de métiers du contrôle dans le bâtiment, dont les diagnostiqueurs, depuis plus d'une quinzaine d'années. Et effectivement, on aborde plein de sujets autour des appareils de mesure, puisque c'est notre spécialité, et l'efficacité énergétique, entre autres, et la sécurité. Voilà. Voilà, merci Jean-Michel. Stéphane. Alors, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Stéphane Rossato, je suis ingénieur énergéticien chez France Gaz. Mais pour cette conférence, je représente également le CNPG, qui est le Centre national des experts de la profession des professionnels de l'énergie gaz, et puis également le Bureau de normalisation du gaz, qui s'occupe des normes gaz. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur l'ensemble des textes qui traitent de la mesure de CO, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Merci. Voilà, et Olivier, pour terminer. Oui, bonjour. Donc moi, j'ai atteint ma majorité dans le diagnostic immobilier. C'est 18 ans que je suis dans le diagnostic. Et pour revenir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Xavier, je participe à de nombreuses conférences. C'est la première fois qu'on va aborder ce sujet quand même. C'est en 18 ans, c'est la première fois qu'on va parler de ce sujet-là, je pense. Et donc moi, je suis le directeur général donc, des réseaux Diagamter et à la contrôle. Et là, je suis ici en tant que vice-président de CIDIAN, syndicat du diagnostic immobilier. Voilà, merci à vous trois pour cette conférence, bien entendu qu'on a préparé. Alors Olivier, aujourd'hui on avait dit que vous pourriez commencer le bal, la discussion. Vous êtes aujourd'hui le porte-parole de la première fédération de diagnostiqueurs. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui les diagnostiqueurs, là vous avez un retour d'expérience, gèrent leurs instruments de mesure? C'est une bonne question qui est assez large en fait. J'aurais tendance à dire qu'ils gèrent comme ils peuvent. C'est un peu une provocation. Ça n'a pas toujours. Alors je vais généraliser, mais c'est un peu le cas. C'est pas un sujet de préoccupation premier dans la profession pour plein de raisons. Dans le cadre des formations, c'est très peu abordé. La gestion du parc est très peu abordée. On a un contre-exemple, c'est tout ce qui est appareil de détection du plomb, où là, il y a des contrôles, des vérifications. Mais dans le reste, il n'y a pas de suivi. Donc, peu abordé en formation, pas contrôlé dans le cadre des certifications de personnes. Il y a des examens régulièrement. Jamais on nous demande si nos appareils sont étalonnés, vérifiés, etc. Et même dans les contrôles des pouvoirs publics, notre profession, comme beaucoup de professions, sont contrôlées, la DGCCRF, l'inspection du travail, etc. On a déjà eu, nous, des contrôles d'appareils de plomb, voir si les appareils ont été contrôlés, étalonnés, vérifiés. Mais si on prend le gaz ou l'électricité, ça n'est jamais arrivé. Je vous dis, à notre connaissance, dans notre entreprise, ça n'est jamais arrivé. Et au sein de CIDIAN, je n'ai pas de retour comme quoi c'est déjà arrivé. Donc il n'y a pas un vrai sujet. Ça ne veut pas dire que les gens ne s'en occupent pas. Chaque diagnostiqueur va regarder comment faire. Mais il n'y a pas un vrai sujet derrière parce qu'il n'y a pas une pression de l'environnement qui fait qu'on va regarder. Oui, donc chacun le fait à sa mesure et comme il a envie de le faire, puisque finalement il n'y a pas d'obligation derrière, mais on va en reparler. Alors, si on continue pour ce premier constat, Jean-Michel, peut-être il faudrait préciser à notre public qu'est-ce que c'est la métrologie, parce qu'on va parler métrologie, et c'est vrai qu'on ne sait pas toujours ce que c'est. Et puis quels sont les enjeux de la métrologie pour les instruments de mesure? Parce que si je comprends bien le terme, c'est on mesure. Absolument. Il y a, la métrologie, c'est la science de la mesure. Donc déjà, c'est une science. Et donc, ça consiste à
s'assurer qu'on fait les choses correctement, selon des référentiels. Maintenant, pour revenir à la notion d'appareil de mesure, l'appareil de mesure n'a d'intérêt que s'il mesure. Et à vrai dire, il n'a d'intérêt que s'il mesure juste. Et j'ai souvent tendance à dire que la métrologie, c'est presque le plus vieux métier du monde, hein. Le deuxième peut-être. Pourquoi ? Parce que dès que les hommes ont eu besoin de s'échanger des biens, eh bien, il fallait les quantifier, hein. Et la quantification a amené à créer des référentiels, hein, qui sont les systèmes de mesure, avec les unités de mesure. On connaît les unités primaires, mètres, secondes, kilos, etc. Et il fut un temps, pas si lointain, où chaque village, chaque ville, chaque pays avait ses propres unités de mesure, hein. On arrivait dans une ville, il y avait un octroi, et puis on nous demandait ce qu'on apportait, et il y avait un système de mesure, un mètre étalon, un kilo étalon, et on se comparait à ce mètre étalon et à ce kilo étalon, hein. Et la notion d'étalon a donné naissance à un mot qui s'appelle l'étalonnage, hein. L'étalonnage, ça veut dire comparer à un étalon. Et donc la métrologie, c'est tout ce qui gouverne cette capacité à vérifier que lorsqu'on fait une mesure, par exemple on prend un mètre ruban, on mesure, le mètre dit que ça fait 1,22 m, eh bien est-ce qu'on est sûr que cette mesure elle est juste ? Donc toute la science qui est autour de s'assurer que cette mesure est juste et qu'elle soit suffisamment juste, bien évidemment, parce qu'il y a un autre élément quand on fait une mesure, c'est qu'il y a une notion de précision, hein, et on ne mesure pas, quand on mesure une distance, tout le monde sait qu'on ne mesure pas 1 mètre de la même façon qu'on mesure 1 kilomètre ou que l'on mesure 1 millimètre. Mais dans tous les cas, on fait une mesure de distance. Et donc, on a besoin de savoir avec quelle précision on fait cette mesure. 1 kilomètre avec 1 millimètre de précision, c'est bien. 1 millimètre avec 1 millimètre de précision, c'est pas bien. Voilà. Donc, en fait, toutes ces notions de comparaison par rapport à un référentiel, et toutes ces notions de précision, c'est ce qu'on appelle la science de la métrologie. Voilà. Alors, je ne vais pas faire un cours là-dessus, ça pourrait prendre trop de temps, mais c'est juste pour fixer les bases, hein. Et ensuite, quand on parle de vérification, puisqu'on va parler de la gestion de son parc d'appareils de mesure, eh bien, ça n'a absolument aucun intérêt d'avoir un appareil, d'utiliser un appareil sans savoir s'il est juste, hein. Autant ne pas l'acheter et puis de donner une mesure au pifomètre, hein. Donc, la réalité, c'est que si vous utilisez un appareil de mesure qui traîne au fond de votre sacoche, est-ce que vous vous posez la question de savoir s'il est juste ? Alors, pendant de très très nombreuses années, les appareils de mesure, ils étaient soit justes par construction, et ils le demeuraient, hein. Par exemple, un mètre étalon qui est fait avec une barre d'acier, il y a assez peu de chances que sa longueur change. Mais quand sont arrivées des techniques de mesure beaucoup plus modernes, en utilisant de l'électronique, en utilisant de la chimie, en utilisant de la photonique ou en utilisant toutes sortes d'autres techniques, on s'est aperçu que les appareils de mesure, ils avaient tendance à dériver, hein. Et un appareil de mesure qui dérive, ça veut dire qu'il peut être bon un jour, mais ensuite, quelques jours plus tard, quelques mois ou quelques années plus tard, il peut avoir perdu sa performance de mesure. Et donc la notion de vérification, souvent on dit vérification périodique, c'est le fait de se poser la question, si je mesure avec mon appareil aujourd'hui et que c'est juste, est-ce que dans un mois ou dans un an, avec ce même appareil, ma mesure sera juste ? Et là, je rejoins ce que disait Olivier, et puis après je vais m'arrêter sur cette introduction. Les diagnostiqueurs, ils savent tous très bien qu'une machine à plomb, c'est basé sur la demi-vie d'un isotope, hein, et c'est pourtant un concept très très scientifique, hein. Ils savent tous très bien que la machine à plomb, du jour où ils la sortent, eh bien, elle perd en performance. Et donc, le fait qu'elle perde en performance, ça veut dire qu'il faut vérifier comment cette performance est perdue et à quel moment la performance ne sera plus suffisante pour réaliser l'objectif de la mesure. Et donc, la notion de vérification périodique, c'est se poser la question, est-ce que l'appareil que j'ai, il est toujours juste par rapport à mon objectif ?
Alors, on a peut-être il y a des métiers, là, c'est ce qu'on avait dit, mais sans manger sur la présentation. Il y a des métiers, le diagnostic immobilier, sur lequel on peut lister hein, les diagnostics qui sont concernés par cette nécessité de précision dans la mesure. Et puis, il y a d'autres métiers pour lesquels les exigences de métrologie sont déjà fortes, qui ne sont pas très loin du diagnostic immobilier. Hein. J'en cite un, c'est l'étanchéité à l'air. Est-ce qu'on peut lister les différentes prestations Alors oui, effectivement, en ce qui me concerne, donc, moi j'ai des clients dans différents domaines. Il y a les diagnostiqueurs, mais il y a aussi d'autres clients qui sont des bureaux de contrôle, d'autres qui font des mesures d'étanchéité à l'air, d'autres qui font des mesures de débit aux bouches, etc. Et en France, il se passe qu'il y a certains textes, ou notamment aussi l'acoustique, il y a certains textes réglementaires qui sont extrêmement précis sur l'exigence des appareils de mesure et de leur métrologie. Tu as cité l'étanchéité à l'air, il y en a beaucoup qui connaissent, le test à la porte soufflante. C'est un test dans lequel, tous les ans, les opérateurs qui sont qualifiés pour réaliser ces opérations doivent fournir leur certificat d'étalonnage et leur constat de vérification à leur organisme de qualification. S'ils ne fournissent pas leur certificat à l'organisme de qualification, eh bien, ils risquent de perdre leur qualification. Pourquoi ? Parce que la mesure, c'est le sens même de leur activité. Et le sens même de leur activité demande que l'appareil reste conforme pendant la durée d'utilisation. Il y a aussi, Olivier, je crois, le prélèvement d'air amiante, hein, quand on avait préparé aussi. Oui, là aussi, il y a des obligations. Oui, exactement. Alors, il y a beaucoup de diagnostiqueurs, enfin, un certain nombre de diagnostiqueurs font également du prélèvement d'air amiante. Et là, il y a des vraies notions de métrologie, des contrôles par le COFRAC, de l'étalonnage, de la vérification. C'est quasiment permanent d'ailleurs hein, sur chantier. Donc là, il y a une vraie, pour ceux qui font cette activité-là, il y a une vraie prise de conscience de l'intérêt de faire de la métrologie derrière. Alors, on avait listé, mais j'aimerais qu'on les refixe, hein, les 4 sujets sur lesquels les diagnostiqueurs immobiliers, le diagnostic immobilier sont concernés par cette métrologie. Hein. Alors, il y a le diagnostic plomb, on en a parlé. Il y a l'électricité, qui utilise l'appareil de mesure. Il y a le gaz également, diagnostic gaz. Et ça, c'est pour le CO. Le CO, monoxyde de carbone. Notamment. Et on a également, ensuite, avec un lasernet, hein, tout ce qui est mesurage de superficie. Derrière. Il y a même après, je ne sais pas si on va en parler, mais tout ce qui est DPE audit, on peut avoir des vitromètres, on peut même aller jusqu'à la caméra thermographique, endoscope, etc. Il y a plein de types d'appareils maintenant qui peuvent être utilisés dans le cadre de nos activités. Voilà. Mais on sort peut-être sur les autres, on sort un peu du cœur de métier du diagnostic, mais en tout cas, on a listé les principaux mesures. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une notion importante dans la métrologie qui est de dire est-ce que ma mesure est critique ou elle n'est pas critique. Hein. Si ma mesure est critique, il est important de se poser la question, effectivement, est-ce que j'ai la bonne précision ? Dans certains cas, la mesure n'est pas critique. Si par exemple, on vous demande la hauteur d'un tableau électrique doit être à 1,80 m, comme dit la 16600, bon, c'est pas très très grave si l'appareil de mesure il se trompe de 5 cm. Hein. Par contre, quand on fait du contrôle de monoxyde de carbone, si on fait une différence entre un contrôle qui va faire un DGI et un contrôle qui va pas le faire, eh bien là, ça c'est important. Oui. C'est critique. Alors, on va maintenant rentrer dans le sujet, et merci Stéphane d'être avec nous, du monoxyde de carbone, puisque là, effectivement, on voit que c'est nécessaire d'avoir un appareil qui mesure correctement, et puis on va en parler, mais en plus, il y a aussi des vrais dangers si derrière la mesure n'est pas juste pour les populations, c'est la mort hein, pour la population qui pourrait être derrière ces équipements. Est-ce que vous pouvez nous détailler, alors Stéphane, faire un petit focus sur le monoxyde de carbone, et puis je crois que vous avez mis en place un protocole, si je ne me trompe pas, qui n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé, et on va voir, tout se joue dans la nuance, et qui concerne les diagnostiqueurs. Donc j'aimerais bien que vous nous détailliez tous ces enjeux-là autour de ce monoxyde de carbone. Alors, merci. Alors, je vais vous présenter au préalable le panorama de l'ensemble des textes qui traitent de la mesure du monoxyde de carbone, qui est bien évidemment considérée comme une mesure critique. Donc, ça nécessite un certain nombre d'encadrements. Donc le premier texte qui traite de la mesure du CO, c'est donc ce qu'on appelle les attestations d'entretien qui font l'objet d'un arrêté depuis 2009 qui encadre l'entretien annuel des chaudières
et qui en fait est une mise en application de la directive performance énergétique des bâtiments, qui est une directive européenne. Donc là, on est dans un cadre réglementaire défini par arrêté. Ensuite, on a la notion d'entretien annuel des chaudières qui est définie dans une norme, la NFX 50010, qui en fait donne un canevas, on va dire un contrat type permettant de réaliser l'entretien annuel. Et là aussi, on est sur un schéma encadré alors, par cette norme et également encadré par un arrêté, puisque cette norme est citée dans l'arrêté du 15 septembre 2009 comme référentiel à utiliser pour les prestataires d'entretien regroupés en particulier autour du SINASAB. Ensuite, on a le diagnostic, donc là qui vous concerne directement. Donc c'est la norme NFP 45500 qui a été révisée en 2022 et donc on doit être à la troisième version de cette norme-là qui a été éditée pour la première fois en 2007. Et donc également, cette norme est encadrée par un dispositif réglementaire. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a un certain nombre d'arrêtés du ministère du Logement qui encadre ce diagnostic qui s'applique aussi bien à la vente de logements qu'à la location depuis quelques années. Et dernier texte, c'est donc un référentiel de contrôle des installations gaz qui relève de l'arrêté du 23 février 2018, donc qui encadre l'ensemble des dispositions relatives aux installations gaz, qui là donne un texte purement réglementaire. Alors, ces 4 textes-là, en fait, ils traitent de la mesure du CO comme risque important et ils vont définir en fait des seuils qui permettent de caractériser la mesure selon un niveau d'anomalie. Donc je ne rentre pas dans le détail. Le niveau le plus sévère, c'est ce qu'on appelle le DGI, le danger grave et immédiat, qui nécessite l'interruption d'alimentation du gaz, la réparation, l'expertise, etc. Mais sur la partie qu'a évoqué Jean-Michel, c'est-à-dire contrôle et vérification des appareils de mesure, on n'est pas exhaustif. C'est-à-dire qu'il y a quelques morceaux qui permettent d'encadrer la manière de faire la mesure, mais en aucun cas on ne va jusqu'à la vérification des appareils de mesure. Donc, ce qu'on a souhaité faire pour répondre à l'ensemble des préoccupations qui sont liées à la fiabilité de la mesure, c'est de proposer aux professionnels, notamment dans le cadre du CNPG, on peut passer peut-être la diapo d'après, voilà. Ce qu'on a souhaité faire, c'est mettre en application de manière consensuelle un mode opératoire qui définisse l'ensemble des points qui font l'objet de vide ou d'insuffisance dans les textes que je viens de citer. Alors, on a proposé ce protocole au sein du CNPG qui rassemble, on voit les membres qui sont présents, donc les membres de la filière gazière et également, alors Sidiane demain, c'est peut-être un scoop, je ne sais pas, mais en tout cas Sidiane vient de postuler pour faire partie du CNPG, donc la demande est en cours et fera l'objet a priori d'une approbation nette de la part du conseil d'administration. Donc voilà, on a intégré votre compétence au sein de ce groupe pour réaliser notre objectif à la demande des professionnels, c'est-à-dire mettre un maximum d'exigences et de dispositions qui permettent de fiabiliser la mesure de monoxyde de carbone. Alors on a commencé par harmoniser le mode opératoire, c'est-à-dire avoir un processus commun lorsque la mesure du monoxyde de carbone est faite dans l'air ambiant à proximité des appareils, donc quelles que soient les configurations et la portée que j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis ensuite, on a renforcé les dispositions relatives aux appareils. Donc ça, c'est l'objet de la 2e édition du protocole, où on a précisé de manière très claire que seuls les appareils de mesure peuvent correspondre à la prestation. Donc, c'est-à-dire qu'on exclut de manière très explicite les appareils de détection type EPI qui ne sont pas destinés à faire de la mesure. On a fixé un certain nombre d'exigences minimales auxquelles doivent répondre les appareils. On s'est basé sur une norme qui semblait pas être très connue, mais qui gagne à l'être, la norme européenne
543, qui définit de manière très claire, par plage de mesure, une exigence sur la résolution, l'exactitude, voire même le temps de balayage nécessaire pour réaliser une mesure fiable. Et puis le point important qui permet de vraiment montrer la valeur ajoutée de ce protocole, c'est tout ce qui est lié au contrôle des appareils. Donc on l'a déjà dit, il n'y a pas de contrôle aujourd'hui de manière très organisée sur les appareils de mesure du CO. Donc on a défini la portée des vérifications avec la notion de certificat d'étalonnage et de réétalonnage régulier avec une fréquence établie. Et puis dernier point qui est très important, c'est la traçabilité des appareils qui permet de rattacher l'appareil aux procédures de vérification. Donc ça, je vous ai présenté vraiment les deux points majeurs. L'étape suivante, ce sera éventuellement de travailler sur l'harmonisation des seuils de CO qui sont pour certains très différents d'un texte à l'autre. Mais vu qu'on est sur des textes de portée différente avec soit du normatif ou du réglementaire, on a encore une marge de manœuvre pour essayer d'harmoniser, comme on l'a fait avec la méthode, donc les seuils lorsque ce sera pertinent. Voilà, merci là, de cette précision. Donc on voit qu'effectivement, aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est une démarche volontaire, hein, c'est non obligatoire, mais fortement recommandée quand on voit les enjeux qu'il y a. Exactement. Alors ça, c'est un point important. En fait, que ce soit d'ailleurs France Gaz, le BNG ou le CNPG, on n'a aucune prérogative d'ordre réglementaire. On est soit un syndicat professionnel, soit une association d'experts, etc. Mais on n'a pas de prérogative pour rendre obligatoire ce type de protocole. Par contre, dès lors qu'on le propose à la profession, qui est présenté de manière très large, comme on peut le voir sur cette présentation, l'idée, c'est que les différentes populations, en particulier les diagnostiqueurs, mais aussi les gens qui font de l'entretien, s'approprient la démarche comme étant une démarche progressive et volontaire. Donc c'est plus ou moins progressif, plus ou moins rapide, mais en tout cas, c'est notre objectif en tant que sachant de mettre sur la table un texte qui a fait l'objet d'un accord, on va dire, consensuel au sein de l'ensemble de la profession pour une application. Alors, nous, on recommande évidemment une application immédiate, mais ça, c'est au choix des filières, j'allais dire, et au plus tard, au 1er janvier 2025, ce qui laisse quand même un certain temps, soit pour faire entre guillemets le ménage au niveau des procédures de contrôle et de vérification des appareils, et puis de faire évoluer les appareils également pour arriver à ce qu'ils respectent les exigences minimales qui sont dans le protocole. Olivier, aujourd'hui, on voit il y a un enjeu pour les diagnostiqueurs, c'est la crédibilité, parce que ce sont des tiers de confiance, la crédibilité de leur travail, et donc d'avoir des appareils de mesure qui sont contrôlés. Oui, alors c'est important. Déjà, il y a un premier point, c'est redonner du sens à l'activité, parce que l'on parle un peu de technique, de science, mais l'idée globale, c'est sauver des vies. Hein. C'est un peu le rôle du diagnostiqueur immobilier, hein. C'est sauver le patrimoine immobilier et sauver des vies. Le plomb, quand on cherche du plomb, de l'amiante, etc., on sauve des vies. Quand on détecte le monoxyde de carbone, on sauve des vies. Donc il faut quand même avoir ça en tête, il y a un enjeu majeur derrière. Et après, la crédibilisation de la profession est importante. Il y a un peu... Alors on ne va pas trop m'étendre sur le sujet, mais il peut y avoir ce qu'on appelle un peu de DPE bashing. Il y a un peu une atmosphère, des fois, où le métier peut être critiqué. Donc c'est un métier qui a vraiment du fond. Et pour crédibiliser cette profession, on a besoin de fiabiliser nos données et les résultats. Un diagnostiqueur immobilier, il passe son temps à relever des données dans un bien. C'est son métier, en fait. Hein. Et derrière, il doit les rendre d'une certaine façon. Si le rendu convient pas, ne correspond pas à la donnée réellement qui a été prise sur place, ça ne sert à rien. On a perdu notre temps. Et c'est pour ça que cette notion de métrologie et de fiabilité des données est essentielle pour nous et pour Cydian. Il y a un enjeu vital au sens propre du terme, c'est-à-dire on est là pour sauver des vies quand même, hein, le monoxyde de carbone tue, et encore actuellement. Hein. Donc c'est important d'avoir ces bonnes données et crédibiliser notre profession dans ce domaine. Je crois que également, ça fait partie des sujets pour lesquels vous militez chez Cydian, mais vous militez pour la certification d'entreprise. Alors là, on peut en parler, non pas sur un choix politique, hein, certifier les personnes ou les entreprises, mais en tout cas, on peut en parler vis-à-vis des conséquences que ça va avoir ça peut avoir sur les appareils. Oui. Et donc, on a constaté qu'il y avait un manque
Le diagnostiqueur est très contrôlé, hein, la certification de personne, il y a beaucoup d'éléments de contrôle. Mais par contre, pour un diagnostiqueur qui est très bon, très compétent, s'il n'a pas les bons appareils, ça ne sert à rien. La donnée sera fausse, sera pas fiable. Donc son travail ne servira à rien. C'est pour ça qu'on estime, et la certification d'entreprise peut participer à ça, que le fait de contrôler à un moment donné si dans telle entité les appareils sont bien étalonnés, vérifiés, c'est une politique qui a tendance à rassurer le consommateur final et toujours pareil, qui va participer à la fiabilisation des données et toujours sauver des vies in fine. Quoi. Oui, parce que quand on certifie une personne, c'est la personne, on regarde le travail. Il n'y a pas du tout de contrôle sur l'appareil. Hein. Et quand on certifie l'entreprise, on va regarder à la fois les personnes et également les équipements qui vont les équipements, le logiciel, la façon de travailler, les méthodologies de travail. Donc tout ce qui fait qu'on peut avoir qu'on peut construire un diagnostic fiable. Alors, Jean-Michel, on va rentrer là. Je vais vous passer la zapette parce que j'aimerais que, c'est ce qu'on avait dit hein, quand on le préparait, quand on l'avait préparé, mais qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, c'est donner à notre public, chers diagnostiqueurs, bureaux d'études, architectes et autres, toutes les personnes qui utilisent les appareils de mesure, et pas que, mais surtout les diagnostiqueurs, est-ce qu'on a un retour d'expérience sur les étalonnages? Parce que vous avez un laboratoire, et donc notamment sur les LEC, le gaz, le laser, et donc qu'est-ce que vous avez comme données là-dessus? Oui, alors, donc il y a 2 ans maintenant, Testoun a fait l'investissement de faire un laboratoire de métrologie donc, pour contrôler certains appareils utilisés par les diagnostiqueurs. Et on a réalisé plusieurs centaines de vérifications suite à des étalonnages. Et donc, je voudrais pour la première fois partager avec le public ces données. Testoun, je vous en ai parlé, vous me connaissez. Voilà, on travaille à améliorer le bâti dans le domaine et pour améliorer la santé, la sécurité et le confort et l'efficacité énergétique dans les lieux de vie et de travail. Voilà. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui sont définis dans les textes existants le fait de choisir son matériel et le fait d'entretenir son matériel de mesure? Je prends 2 exemples. Je prends l'exemple de la C16600, qui est la norme de référence pour le diagnostic électrique, et la NFP 45500, qui est la norme de référence pour le diagnostic sécurité gaz. Là, c'est juste, j'ai juste recopié les éléments de la norme. Sur la 16600, il est dit que les appareils de mesure sont conformes à une norme, qui est une norme produit, hein, qui décrit comment sont faits les produits, ce qu'on appelle un contrôleur d'installation électrique. Et on dit que, phrase très sibylline, les appareils sont utilisés, maîtrisés et vérifiés périodiquement de façon à assurer que l'aptitude de mesure est compatible avec les exigences de mesure. Alors c'est un beau charabia qui veut tout et rien dire, mais qui, pour un professionnel, est censé le responsabiliser. C'est censé dire « j'utilise ce référentiel et donc j'applique ce qu'on me demande, c'est-à-dire que j'ai des appareils dont je maîtrise l'efficacité à mesurer. » Voilà. Et basé là-dessus, aujourd'hui, les diagnostiqueurs sont censés comprendre qu'ils doivent vérifier périodiquement leurs appareils de mesure. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque, là je parle à Olivier, un risque pénal ou de responsabilité des diagnostiqueurs qui iraient faire une mesure avec un appareil qui ne serait pas... Alors, en lisant cette phrase-là, je rebondis, on ne l'avait pas prévu que je vous pose la question, mais je me dis, vous avez la réponse, un risque de responsabilité du diagnostiqueur. Oui, c'est certain. Alors, on parlait, j'étais expert judiciaire pendant une dizaine d'années. C'est des éléments qui peuvent ressortir, parce qu'on peut toujours, de la phrase de Jean-Michel est intéressante, ce qui est extrait de la norme, on devine qu'il y a quelque chose à faire, mais il n'y a pas les clés pour vraiment faire ces vérifications. Donc, de toute façon, tous les éléments qui concourent à arriver à une donnée fiable, si elles ne sont pas respectées, il y a toujours un risque judiciaire derrière. Et malheureusement, ça peut arriver. Alors, sur la dernière évolution de la 16600, ils ont rajouté la phrase en bleu. Hein, parce que justement, des gens comme moi faisaient la remarque que c'était compliqué à interpréter. Et donc, la commission normative a pris son courage à 2 mains et a dit, pour les appareils de mesure et de contrôle, il est recommandé de faire établir au moins une fois tous les 3 ans un constat de vérification selon la norme X07011. Et évidemment, tout le monde lit le mot « recommandé », qui veut dire c'est pas obligatoire, voilà, dans notre culture française. Pour le gaz, c'est
Intéressant parce qu'on retrouve une phrase qui est « Les appareils de mesure doivent être utilisés et maîtrisés de façon à assurer que l'aptitude de mesure est compatible avec les exigences de mesure ». C'est la même phrase. Okay. Par contre, il n'y a rien recommandé, il n'y a rien exigé, il n'y a rien d'obligatoire. En ce qui me concerne, ça fait plus de 15 ans que je vends des appareils de mesure d'électricité, de monoxyde de carbone et de longueur à des diagnostiqueurs immobiliers, et je suis toujours surpris qu'on me dise « oui, mais ce n'est pas obligatoire », et quand je leur dis « oui, mais les appareils, comment vous savez s'ils mesurent toujours correctement ?» Ils me disent « parce que personne ne me pose la question ». Et donc, c'est pour ça que j'ai souhaité aller plus loin dans l'analyse. Pendant très très longtemps, on me disait « oui, mais étalonner un appareil, le vérifier, c'est compliqué, c'est cher, ça prend longtemps ». Et c'est vrai, puisque en fait, moi, en tant qu'intermédiaire, je n'avais pas de laboratoire, et à chaque fois qu'un client me renvoyait un appareil à vérifier, je le renvoyais chez le fabricant ou dans un laboratoire de métrologie tiers. Et en général, ça mettait 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Pourquoi ? Parce que ce sont des marchés, la métrologie, qui ont l'habitude de travailler avec des industriels plutôt qu'avec des gens de terrain comme les diagnostiqueurs. Et les industriels, ils sont organisés pour faire de la métrologie, c'est-à-dire que quand ils savent qu'un appareil doit partir en vérification métrologique tous les ans, eh bien, ils ont toujours un appareil de remplacement, et ils opèrent une rotation, alors que les gens de terrain, les diagnostiqueurs qui sont indépendants, ils ne peuvent pas se séparer de leur appareil. Et donc, quand on leur dit il faut prendre 3 ou 4 semaines de vacances, ils me disent que ce n'est pas possible. Donc, on a avancé là-dessus sur le sujet chez Testoon en développant un petit laboratoire. Ça a été un investissement important pour nous et on a créé dans ce laboratoire un banc de mesure pour le monoxyde de carbone, un banc de vérification pour l'électricité et un banc pour vérifier les télémètres laser. Et donc depuis septembre 2021, nous réalisons des prestations à des diagnostiqueurs volontaires et contrairement à ce qu'on peut penser, il y en a. Il y en a. Il y a des diagnostiqueurs qui ont cette conscience, qui comprennent les enjeux. Il y a aussi des grandes entreprises pour qui c'est important parce que ça fait partie de leur modèle qualité. Et il y a des franchises qui ont aussi mis en place des chartes qualité. Je ne sais pas si Olivier voudrait réagir sur ce point-là. On va vous poser la question, oui. Alors c'est le cas pour nous, oui. Ce point-là est important, donc notamment dans tous ces contrôles de l'appareil. Mais on sent que ça, par rapport à ce que dit Jean-Michel, ça commence à bouger parce qu'on comprend tous là qu'il y a un problème, le fait de jamais contrôler les appareils, notamment l'appareil gaz. On peut comprendre que certains ont l'appareil dans la profession depuis 2007, le même appareil sans avoir étalonné. On peut imaginer qu'il y a un problème. Donc je pense que on est dans un moment de bascule. Les grandes structures sont en train de basculer, le protocole arrive à temps, parce que c'est vraiment, on a besoin de normes, de règles pour travailler. Et puis on a besoin, il y a un point clé qui était un vrai problème, le problème du fait de devoir immobiliser un appareil pendant 4 semaines. On l'a connu personnellement avec Testoon, donc c'était une bonne solution, mais c'était un vrai problème. C'est un vrai frein à la production et au modèle économique des diagnostiqueurs en France. Donc il faut avoir tout un système économique et pratique derrière qui nous permettent de faire ce qu'il faut. Maintenant, en France, on peut étalonner facilement les appareils et les faire vérifier. Et donc aujourd'hui, on propose 3 prestations. Donc la vérification et l'ajustage des appareils pour le CO. Alors là, j'ai introduit une nouvelle notion, c'est la notion d'ajustage. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'il y a des appareils de mesure qui peuvent être ajustés et d'autres qui ne peuvent pas l'être. Je ne sais pas, vous avez un mètre ruban. Si votre mètre ruban il est faux, c'est assez compliqué de le rendre juste. Il vaut mieux le jeter et en acheter un autre. Il y a certains appareils à base d'électronique numérique sur lesquels l'ajustage peut se faire, mais cet ajustage il doit se faire en utilisant un logiciel qui est souvent la propriété du fabricant, et il ne veut pas forcément le partager, mais des fois il le partage. Et donc la notion d'ajustage, c'est le fait de pouvoir faire une opération pour rendre un appareil qui n'est pas juste, pour le remettre dans sa justesse. Là, j'ai un exemple, par exemple, d'un appareil de mesure de monoxyde de carbone. Il y a un petit coup en stabilo en jaune. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que le jour où l'appareil est arrivé dans notre laboratoire, quand on lui a injecté 50,3 ppm, un gaz avec 50,3 ppm de monoxyde de carbone, eh bien, l'appareil a dit « Coucou, j'en mesure 18,1 ». Ok, alors 18,1 pour 50, moi c'est ce que j'appelle perdre 60% de sa sensibilité. C'est-à-dire que l'appareil, vous avez tous compris, face à une situation de DGI, il va dire que tout va bien.
Okay, donc ce type de mesure, on en voit tous les jours. Et on en voit tous les jours, d'autant plus que les appareils qui nous arrivent sont anciens. Hein. Alors, j'introduis également un point sur les appareils de monoxyde de carbone. Les cellules de mesure de monoxyde de carbone, ce sont des cellules dites électrochimiques. Hein. Et en fait, chacun comprendra bien qu'il y a de la chimie dans la cellule. Et la chimie, ça veut dire un bain humide. Et un bain humide dans une cellule, même si cette cellule elle est très très étanche, avec le temps, eh bien, l'humidité peut sortir de la cellule va s'assécher, et en s'asséchant, les propriétés électrochimiques disparaissent, et donc elle perd de la sensibilité. Et donc quand je donnais tout à l'heure des exemples entre le mètre ruban, l'électronique qui dérive de moins en moins, aujourd'hui l'électronique ça dérive peu, mais quand on fait des mesures très précises, ça peut dériver quand même, et l'électrochimie ou les isotopes pour le plomb, ce sont des choses qui dérivent par la nature même du capteur. Et de ce fait, il faut absolument les réajuster régulièrement. Tout à l'heure, on parlait des détecteurs de gaz de sécurité. Il faut bien avoir en tête que, par exemple, l'INRS recommande, mais même oblige, la plupart des entreprises qui utilisent des détecteurs de gaz de sécurité de les réajuster tous les 6 mois. Ça veut bien dire que tous les 6 mois, il faut remettre votre appareil en capacité de vous sauver la vie si vous rentrez dans un environnement dangereux. Donc ça veut bien dire que c'est d'une importance critique de réajuster ces appareils. Et quand on voit, nous, des appareils qui arrivent en labo, qui ont 7, 8, 12 ou 15 ans, eh bien on se dit, tiens, c'est pas étonnant qu'on ne mesure pas justement. Et puis donc après, on a la capacité dans notre laboratoire à réajuster certains des appareils, ça dépend des marques. On travaille avec certains fabricants comme Sauermann, que beaucoup connaissent sous le nom de Kimo, qui nous donne l'accès à la capacité de réajuster l'appareil. C'est-à-dire que l'appareil rentre non conforme dans notre laboratoire et après la prestation d'étalonnage puis d'ajustage, il ressort conforme et hop, il est reparti bon pour le service pour un certain temps. Voilà. Ça, c'est important de bien comprendre ça. On a un autre banc qui permet de vérifier les appareils électriques. Les appareils électriques que tout le monde connaît dans le diagnostic, des Fluke, des Sefram, des Meyer ou des Chauvin-Arnoux. On a la capacité de les vérifier sur 80 points de mesure et pour chacune de ces mesures, on est capable de dire si on est conforme ou pas conforme à la fameuse norme produit dont j'ai parlé tout à l'heure, le N61557. Et si la mesure n'est plus conforme, c'est que l'appareil, il peut vous donner des mesures fausses. Et je vais vous donner après les retours que l'on trouve. On a également construit, ça c'est une fabrication maison, un banc pour vérifier la précision des télémètres laser. Alors vous utilisez les lasers pour la loi Carès, pour le DPE. On sait que les erreurs de mesure ont tendance à s'additionner, voire se multiplier lorsqu'on fait une mesure d'un appartement. Et donc les quelques centimètres d'erreur qu'on pourrait avoir au moment de la mesure peuvent se le translater en mètres carrés à l'arrivée. Et donc on sait que parfois il y a des gros débats sur la précision d'une carèse. À la base, il faut se poser la question de l'appareil de mesure, mais surtout, il faudrait ne pas se la poser en vérifiant régulièrement son appareil pour qu'ensuite, on se polarise plus sur la méthode, voire la compétence du diagnostiqueur. Voilà, donc on a fait depuis 2 ans un peu moins d'une centaine de télémètres laser. On a fait plus de 200 contrôleurs électriques, 250 je crois que j'ai vérifié hier soir, et plus de 400 appareils de monoxyde de carbone. Principalement de marque Kimo Sauermann, parce que c'est la marque que l'on commercialise depuis 2007. Et là, on a une énorme expérience sur ce cas-là. Ça veut dire qu'on a vérifié beaucoup d'appareils. C'est statistiquement juste. Alors même si ça représente que, je sais pas, moins de 5% des diagnostiqueurs qui nous ont confié leurs appareils, statistiquement, plusieurs centaines, ça nous donne des données très intéressantes, sachant qu'on a des appareils en plus qui souvent ont un âge vénérable, jusqu'à 15 ans pour les contrôleurs électriques, jusqu'à 12-13 ans pour les appareils gaz, voire 15 ans. Donc, je vais prendre les trois enseignements que l'on a aujourd'hui. L'échantillon est faible sur les télémètres laser. On vend surtout du Leica et on a surtout vérifié du Leica. On a très très peu de non-conformité, quel que soit l'âge de l'appareil. Donc, ce sont des appareils qui vieillissent plutôt bien. Ils tombent plutôt bien en panne lorsqu'ils ne veulent plus fonctionner, plutôt que d'être non conformes au niveau de la mesure. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est un truc tout bête, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu un appareil à qui la précision, il manquait quelques millimètres,
il suffisait de bien le nettoyer, bien nettoyer la lentille. S'il y avait de la poussière, du gras sur la lentille, pof, il se remettait en conformité. Donc voilà, entretenir un appareil de mesure, ça peut être aussi bête que le nettoyer et pas se poser plus de questions. Parfois, la vérification identifie des problèmes de réglage ou des dégâts provoqués pour des chutes, ce qui nous permet de sortir des appareils non conformes du marché. Et puis, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que si on a des écarts importants avec un télémètre laser, par exemple 1 cm, qui commence à être significatif après sur une Carrez, eh bien, d'une part, c'est assez rare. Et d'autre part, on pense, et ça c'est ma recommandation, que ça peut être facilement identifié par l'utilisateur lui-même s'il met en place une procédure d'autocontrôle. On a des marchés comme les mesureurs d'étanchéité à l'air, ça fait partie de leur métrologie, de leur plan métrologique. Il y a certains appareils critiques qu'ils envoient dans un laboratoire COFRAC, il y a certains appareils où ils font un autocontrôle, ils tiennent un cahier et tous les mois, ils vont vérifier la largeur et la longueur d'un couloir, et si ça dérive et qu'il n'y a pas eu de tremblement de terre entre-temps, ils peuvent considérer que leur appareil est toujours correct. Après, s'ils veulent un certificat, ils peuvent toujours nous l'envoyer. Oui, là on parle aussi de culture d'usage. Là je parle pour Stéphane, ça peut dépendre des métiers. Il y a des métiers sur lesquels j'imagine l'autocontrôle ou le contrôle de ces appareils, on a l'habitude, et puis d'autres sur lesquels c'est un peu moins culturel. Alors c'est vrai que ce qu'on introduit au niveau du diagnostic ou au niveau de l'entretien, c'est un peu nouveau, hein, on va pas se mentir, alors que c'est déjà d'usage depuis un certain temps chez les contrôleurs techniques, qui d'ailleurs nous ont apporté leur expertise, comme a pu le faire Jean-Michel avec l'échantillonnage sur une centaine d'appareils de mesure. Donc pour la profession diagnostique, c'est un peu nouveau, d'où l'idée d'insuffler cette démarche comme une démarche de progrès qui se généralise en l'application du protocole. Oui, ça doit devenir culturel. Alors, c'est peut-être pas le premier métier du diagnostiqueur. Je parle pour Olivier de faire de la métrologie. Oui, c'est vrai, mais on doit l'intégrer. En fait, la question devrait plus la poser parce qu'on l'a vu dans plusieurs diagnostics. On utilise maintenant des instruments de mesure et on n'a pas le choix en fait. Mais il faut qu'on arrive à le faire. Donc, c'est tout le biosystème des diagnostiqueurs immobiliers, c'est-à-dire notamment, je pense, aux centres de formation qui doivent aussi sensibiliser les diagnostiqueurs là-dessus. Les fournisseurs, pour l'anecdote, je ne sais pas si on a le temps, mais il y a 15 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué pourquoi je devais acheter un appareil de la marque Leica et non pas un autre appareil coûtant 5 fois moins cher dans la grande distribution de bricolage. Alors, c'était Jean-Michel Quatrin. Et il y a plein d'arguments comme ça qui permettent, à la base, rien que l'achat actuellement sur des plateformes, vous pouvez acheter des appareils beaucoup moins chers que ça. Voilà. Mais derrière, il y a une vraie raison derrière. Il y a un souci de fiabilité, toujours la fiabilité de la donnée. Donc il y a une culture à avoir et qu'on doit transmettre également à l'ensemble des diagnostiqueurs, et ça passera notamment par la formation. Allez, Jean-Michel, on va continuer parce que je suis j'ai curieux 2 de savoir. slides, donc les choses seront plus intéressantes arrivent. Oui, non, je sais, mais parce que moi j'ai les diapos, je me dis, j'ai envie de savoir. Allez, on y va. Tu as raison, les télémètres Leica sont les seuls qui sont livrés en standard avec un certificat d'étalonnage. C'est-à-dire qu'ils sont testés individuellement et étalonnés individuellement en usine. Et ça coûte. Et c'est vrai que ça fait partie du coût d'une marque de qualité. Pour ce qui est, et là c'est un peu le scoop, sur les contrôleurs d'installation électrique, on a l'impression que les appareils sont plutôt increvables. On parle de produits des marques réputées comme Fluke ou Sefram, Chauvin-Arnoux et Meguiar un peu moins chez les diagnostiqueurs. Mais ce sont des appareils robustes, ce sont des appareils de marques réputées, avec des systèmes qualité très très évolués, mais ce sont des appareils quand même dans lesquels la technologie est quand même très très pointue, parce que pour assurer des mesures sur de l'isolement, de la continuité, du disjoncteur différentiel, de la terre, etc., avec des précisions de l'ordre de 3%, qui sont les spécifications de la norme de référence, eh bien, ça veut dire que les appareils, ils ne doivent pas bouger dans le temps. Or, c'est des appareils que vous mettez dans votre coffre, qui restent au soleil, à l'humidité, au froid, pendant des années, et au bout d'un certain temps, ces appareils, eh bien, ils finissent quand même par fatiguer, par dériver. Et donc, quand on va les vérifier, qu'est-ce qui se passe ? On a vérifié plus de 200 appareils électriques, et aujourd'hui, je peux annoncer que tous les appareils qu'on a vérifiés, ils ont entre 2 et 15 ans d'âge. Donc, ça veut dire qu'il y en a certains qui sont quand même très, très vieux. Qui sont plus d'ailleurs au catalogue des fabricants, qui sont d'ailleurs plus réparés, et ils rendent toujours service. On a aujourd'hui 56% des appareils qui sont passés dans notre laboratoire qui sont sortis conformes sur les 80 points de contrôle, ce qui est quand même plutôt excellent. Par contre, on en a 23%
qui sont ressortis non conformes. C'est-à-dire qu'il y a sur certains points de la mesure ou sur de nombreux points de la mesure des non-conformités. Ces non-conformités vont cacher des pannes, hein, c'est-à-dire qu'une partie de l'appareil est en panne, voire la totalité de l'appareil est en panne, puisqu'il y a encore plein de gens qui pensent que comme leur appareil est en panne ou qui ne marche plus, on va l'envoyer en étalonnage et ça va le réparer. Ben non, pas du tout, ça ne répare pas. Hein, c'est pas du SAV. Hein, mais en tout cas, on en a quand même un certain nombre qui sont des vraies pannes. Et puis on en a 21%, alors ça c'est notre décision chez Testoon, qu'on considère que malgré quelques non-conformités, par rapport à l'usage qui en est fait par le diagnostiqueur, eh bien, ces non-conformités ne sont pas très graves. D'accord ? Je vous donne 2-3 exemples. Il y a des calibres sur les mesures d'isolement à 2 mégaohms que le diagnostiqueur ne va jamais utiliser parce que la norme lui dit que la mesure elle se fait à 500 kg. Donc sur les calibres que vous n'utilisez pas, si c'est non conforme, nous on leur dit votre appareil il est plus conforme par rapport à la norme constructeur. Par contre, vous pouvez juger par rapport à votre usage que vous pouvez quand même l'utiliser. Même chose sur des mesures de terre à 2 ohms ou des choses comme ça. Et donc au final, 56 plus 21, ça fait 77. Il y a 77% des appareils qui passent par notre laboratoire qui retournent bons pour le service. Voilà. Sur la partie, là on parle de la partie électrique. Est-ce que, Jean-Michel, vous avez corrélé l'âge de l'appareil avec les... C'est assez compliqué. Ouais. Mais effectivement, cette corrélation, on ne l'a pas fait sur les LEC. Alors en fait, il faudrait qu'on retrouve numéro de série par numéro de série quand était la date de fabrication. Et ça, ce n'est pas toujours simple avec les différents fabricants. Par contre, on a tenté de le faire avec le gaz. Eh ben et là, c'est la chose qui est plus intéressante. C'est que clairement, les appareils de mesure de CO, on a bien constaté, après avoir fait un peu de théorie sur l'électrochimie, on a bien constaté que ce sont des appareils qui dérivent dans le temps. Voilà, tout simplement. Alors, on a essayé de synthétiser nos résultats sur ce graphe. Donc, en bas, on a mis le nombre d'années depuis le dernier ajustage. Donc, très souvent, c'est depuis la fabrication. Dans certains cas, on a quelques clients qui nous les envoient tous les ans. Et donc, avec un tout petit ajustage, ils ressortent toujours extrêmement conformes. C'est très bien. Par contre, il y a des gens qui nous envoient des appareils qui ont 3, 4, 5... Là, ça s'arrête à 5 ans. Hein. On reçoit des appareils qui ont 7, 12, 15 ans. Alors, vous imaginez le faisceau. Hein. Donc, la courbe bleue, ça donne la moyenne de la dérive. Et le faisceau donne le min et le max de la dérive. Donc, en fait, là, ce qu'on peut lire, c'est qu'au bout de 5 ans, la ligne jaune, c'est l'écart cible maximum. C'est-à-dire qu'on s'autorise 3 ppm d'erreur, donc notamment dans le protocole CO du CNPG. On s'autorise 3 ppm d'écart par rapport à la référence, par rapport à l'étalon. Et donc, ce 3 ppm, c'est la ligne rouge. Donc, dès qu'on n'est plus sur la ligne rouge, ça veut dire qu'on n'est plus conforme. Et donc, au bout de 5 ans, vous avez une erreur moyenne de 8 ppm, c'est-à-dire 16%. Mais vous avez des appareils qui vont être à 7%, ceux qui sont les mieux, les meilleurs, mais vous en avez certains qui sont à 30% d'erreur. Hein. Donc, nous... On essaye de synthétiser ça en disant 100% des appareils perdent en sensibilité avec le temps, c'est-à-dire que le phénomène électrochimique, ce n'est pas des appareils qui vont mesurer plus de CO, ce sont toujours des appareils qui vont mesurer moins de CO. Hein, ça, c'est le premier enseignement très, très important. La deuxième chose, c'est que après 2 à 3 ans après l'achat, on a 80% des appareils qui sont encore en conformité, mais on en a 20% qui ne le sont plus. Donc ça veut dire que c'est vraiment nécessaire de se dire, allez, c'est le bon moment, 2-3 ans, c'est le bon moment de les remettre en conformité. Entre 5 et 8 ans, si les appareils n'ont pas été ajustés pendant cette période, 50% des appareils ont une erreur de 40 à 80%. Et là, c'est carrément rédhibitoire. Hein. Et 20% ne peuvent plus être ajustés. C'est-à-dire que le phénomène électrochimique dont j'ai parlé tout à l'heure, au bout d'un certain moment, la cellule elle devient trop sèche et électroniquement, même si on essaye de l'ajuster, eh bien, l'appareil il dit non, je ne peux pas mesurer. Hein, je peux pas mesurer, donc l'appareil il ne peut plus être réajusté. Et au-delà de 8 ans, on a la moitié des appareils qui ne mesurent plus rien. Alors ça, c'est le bonheur des diagnostiqueurs parce qu'ils affichent toujours 0 ppm. Hein, et donc, il y en a qui en ont, ils disent c'est super, moi je trouve jamais de monoxyde de carbone. Depuis quand tu n'as pas tester ton appareil. Ah mince, j'ai pas eu le temps, c'était trop cher, etc., etc. Mais il y en a 50% qui ne mesurent plus rien ou qui ne peuvent plus être réajustés. Voilà, je pense que c'est ce qu'on a pu trouver. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai une slide ensuite de conclusion. On va peut-être, comme ça, on aura
les questions après. On va aller juste peut-être à la slide de conclusion. J'avais une petite question là, technique là, sur la partie électrochimique. Ça veut dire que si c'est réajusté régulièrement, on entretient cette... Alors pas du tout. Non. On ne remet pas un petit peu d'eau dans la cellule, puisque la cellule, elle est scellée hermétiquement. Oui, Hein. donc... Par contre, cette cellule, elle a une courbe de réponse au monoxyde de carbone qui est ajustée lorsqu'on la met en route. Et donc cette courbe, c'est en gros un facteur de conversion électronique. Hein. Et donc, en lui réinjectant pour faire l'ajustage, on va lui envoyer un gaz de référence, par exemple 100 ppm ou 250 ppm, et on va lui dire, tiens, je t'envoie du 250 ppm, ou je t'envoie du 0. Et à ce moment-là, lui, électroniquement, il va recalculer ses constantes et il va réajuster de façon électronique. Pour le coup. Donc, si j'ai bien compris, il y a quand même un moment, on arrive, la cellule est morte. Et donc... un moment où, si on le fait, il va toujours donner un coefficient, mais qui va être trop gros, etc. Et surtout qui ne va pas être stable. C'est-à-dire que ça nous arrive des fois, on a des clients qui nous laissent des appareils très vieux, ils nous disent « Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas les ajuster ?» Alors on dit « Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajuster aujourd'hui et on le réajustera et on le revérifiera dans une semaine. » Et on s'aperçoit qu'une semaine plus tard, il a encore perdu que 60%. Ouais, donc là, la cellule est morte. Il faut la changer. On ne peut plus rien faire, voilà, il faut la changer. Donc si on en arrive sur cette diapo de conclusion et après, avant le temps de questions-réponses, parce que le temps file, voilà. Ah ben, vous avez avancé en même temps. Oui, alors la slide suivante, Stéphane a parlé du protocole de mesure. Donc ce que je vous propose, c'est surtout que si vous cliquez sur le lien et vous récupérez la présentation, vous accéderez à ce protocole de mesure directement. Donc c'est la première fois qu'on a l'occasion de le distribuer aux diagnostiqueurs immobiliers. Oui, ça c'est une nouveauté finalement, c'est un scoop. Bah, oui, alors là je laisse peut-être Stéphane reprendre la main parce que c'est son bébé. Oui, enfin disons que c'est un bébé collectif, mais ce qui a été déjà, je tiens à remercier Jean-Michel et Richard Morin qui est peut-être pas en ligne ou qui a pas pu se joindre à nous. Enfin, je voulais les remercier tous les deux puisqu'ils nous ont permis de progresser sur les travaux pour aboutir à ce protocole. Donc en fait, on a vraiment apprécié les données de terrain, apportées par Jean-Michel. On n'a pas fait un protocole pour se faire plaisir. On a voulu vraiment coller aux objectifs et aux manques qu'on a exprimés tout à l'heure sur le contrôle des appareils. Donc on espère avoir comblé ce manque sur la base de données réelles. Alors j'ai plus en tête l'échantillonnage que vous avez utilisé, mais voilà, on a grâce à ce travail de Testoun, on a pu dégager de nouvelles dispositions pour assurer la fiabilité des appareils de mesure dans le temps. Donc c'est ce que vous voyez là sur les 6 points qui sont présentés. Donc des exigences relatives aux appareils jusqu'à la traçabilité, dans le sens où... pourquoi c'est important la traçabilité ? C'est qu'en fait, si je prends le cas du diagnostic, la valeur mesurée pour le CO, elle est valable au moment où la mesure est faite. Donc ça veut dire que si on veut s'assurer à un moment donné, imaginons en cas d'une expertise judiciaire ou autre, si on veut s'assurer, et c'est très confortable pour le diagnostiqueur, que son appareil au moment de la mesure était fiable, ce protocole permettra d'apporter une réponse. Voilà, je vous remercie. Je voudrais dire, je te remercie en tout cas de me donner tant d'honneur sur les données que j'ai données, mais ce qui était important aussi, c'est qu'autour de la table, il y avait des tas d'autres professionnels peut-être beaucoup plus aguerris que moi sur la mesure de gaz, comme Cavigaz, comme GRDF, comme des bureaux de contrôle, qui ont confirmé, sans avoir des données aussi précises, qu'ils voyaient exactement les mêmes tendances dans leur laboratoire, et ce qui fait que ensuite, ça a permis de trouver le bon protocole. Une question de Aude qui est: est-ce que l'étalonnage ou le réajustement s'effectue suivant le nombre d'utilisations ou suivant le temps ? Alors, le vieillissement de la cellule, elle est d'abord fonction du temps, mais elle est surtout fonction des conditions environnementales dans lesquelles l'appareil a été mis. C'est-à-dire que si vous le laissez sur une étagère pendant 5 ans, il dérivera moins que s'il a été dans le coffre d'une voiture. Donc, et puis, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les cellules électrochimiques, notamment sur le monoxyde de carbone, elles peuvent saturer lorsqu'on leur met beaucoup de monoxyde de carbone. Et à ce moment-là, elles vont vieillir plus vite. Donc, lorsque, en 2007, on a commencé à faire des appareils de mesure pour le diagnostic immobilier, c'était des produits qui étaient dérivés des analyseurs de combustion. D'ailleurs,
Il y en a beaucoup qui en ont encore, hein, des produits Kimo à l'époque, Testo, Ecom, qui étaient dérivés des analyseurs de combustion. Et les analyseurs de combustion ont une pompe. Et surtout, les cellules sont faites pour aspirer le gaz qui est dans le conduit d'évacuation des gaz. Et parfois, dans le conduit d'évacuation des gaz, il y a un taux de monoxyde de carbone qui est très élevé, qui peut être de 1000 ppm, 10 000 ppm. Et lorsqu'on met du 1000 ppm sur une cellule de ce genre, à ce moment-là, elle va vieillir beaucoup plus vite. Ça, c'est une certitude. Par contre, lorsqu'on fait de l'ambient, si vous trouvez du 1000 ppm dans l'ambient, c'est le diagnostiqueur qui va vieillir beaucoup plus vite. Donc, heureusement, on ne trouve pas ce genre de mesure lorsqu'on fait une mesure dans l'ambient. Lorsqu'on a du 50, voire du 100 ppm dans l'ambient, c'est qu'on a déjà un gros problème. Et là, la cellule, elle ne vieillit pas tant que ça. Voilà. Et puis, on a des questions aussi sur les enjeux financiers, parce qu'on en a parlé. Il faut mettre en regard le coût de l'étalonnage vis-à-vis du coût d'acquisition du matériel. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres pour les diagnostiqueurs sur les trois sujets d'ailleurs, ça va alors, pour les trois sujets, bien sûr. Alors ça, c'est un truc, les gens ont du mal ont parfois du mal à comprendre, c'est que parfois la métrologie peut coûter plus cher que l'appareil de mesure. Ce qui est certain, c'est que les appareils de mesure, ce sont des équipements électroniques, et avec le temps, on sait très bien, avec les progrès de la fabrication, avec la délocalisation en Chine, etc., aujourd'hui, on sait faire des thermomètres qui coûtent 3 centimes quand ils sortent de l'usine. Par contre, ils sont vendus 10 € au supermarché, et puis si jamais vous voulez en faire un étalonnage coffrac, ça va vous coûter 100 €. D'accord ? Donc, il faut avoir ça en tête, si vous voulez. D'une façon générale... Et ça vaut pour un lave-vaisselle ou un lave-linge. Le service coûte plus cher que la fabrication. Quand il faut le réparer, ça coûte plus cher que de jeter et acheter un neuf. Donc, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Alors, il y a plein de gens qui nous disent... dans ce cas-là, est-ce qu'il vaut mieux pas changer d'appareil tous les 3 ans plutôt que de le revérifier ou de le réétalonner ? Alors ça fonctionne à condition que vous ayez eu un étalonnage initial qui soit juste. D'accord ? C'est-à-dire que la notion de réétalonnage qu'on va faire au bout de 3 ans suppute que vous ayez eu un étalonnage initial. Donc ça veut dire qu'on parle de produits qui, lorsque vous l'achetez, vous rajoutez d'ores et déjà la couche étalonnage à l'achat. D'accord ? Donc je donne un exemple très simple. On a effectivement dans notre catalogue chez Testoun un produit qui s'appelle le CO-Diag, qui est fait en collaboration avec Sauermann. C'est le plus cher du marché. Il coûte 450 € et vous avez des appareils de mesure de monoxyde de carbone qui coûtent la moitié. Pourquoi ? Parce que la moitié du prix de l'appareil que vous achetez, c'est son certificat d'étalonnage en 3 points. Donc pour revenir sur des notions de coût, aujourd'hui, un étalonnage sur un appareil ELEC, ça coûte un peu moins de 200 €. Tout compris, avec les frais de transport aller-retour. Un étalonnage en gaz avec ajustage sur les produits sur lesquels on peut le faire, ça coûte moins de 140 € et un télémètre laser, ça coûte une 50aine d'euros. Oui, donc c'est pas inaccessible non plus. Hein. Olivier, pour les diagnostiqueurs... À la base, la question, c'est quand même un scoop, ce qu'on vient de vous dire. Moi, c'est la première fois que je vois des chiffres comme ça. On n'a jamais des chiffres sur les défauts d'appareil. Le gaz, on pouvait s'en douter, mais là, on a une vraie vision qui peut parfois être inquiétante. L'électricité aussi, c'est 25% quasiment d'appareils non conformes, c'est énorme. Donc la question de coût, qu'on change l'appareil, qu'on étalonne ou pas, de toute façon, il faut le faire parce que sinon, on travaille pour rien. Si on ne fait pas ce qu'a expliqué Jean-Michel, le travail ne sert à rien. Et la crédibilité, autant arrêter la prestation. Autant arrêter la prestation. Ouais. Autant ne pas sortir l'appareil. Donc, ce n'est pas du tout l'objet, ce n'est pas ce que veulent les diagnostiqueurs. Après, voir, éventuellement, toujours la grande question. Peut-être que les prix de vente du rapport, du diagnostic doivent augmenter. Mais en tout cas, on ne peut pas ne pas se préoccuper de cette question. On l'a vu là, c'est d'autant plus important avec les chiffres qui sont, voire même un peu surprenants, mais on pouvait s'en douter un peu. Voilà, donc ce serait peut-être le mot de la fin. C'est effectivement, il faut étalonner, parce que c'est le sens du métier qui veut ça, c'est-à-dire c'est sortir un résultat qui soit juste, crédible, tiers de confiance vis-à-vis du vendeur, du locataire, des pouvoirs publics. Juste un mot, parce qu'on parle étalonner, vérifier. Alors, il y a un truc qui est assez rigolo, c'est que quand la norme ELEC a été réécrite et que la phrase bleue est sortie, il y a eu beaucoup de discussions au sein du comité parce qu'il y a des gens qui disaient il faut étalonner les appareils de mesure. Et puis il y avait des gens qui disaient ah non, étalonner, ça ressemble à coûter très cher. Et puis les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. On ne veut surtout pas utiliser le mot étalonner. Et donc ils ont écrit on va le vérifier selon la norme X07. Sauf que vérifier, ça a l'air plus cool. D'accord ?
Moi, vous me donnez un appareil, je le vérifie, je l'allume, je regarde qui marche, ça y est, il est vérifié. Sauf que vérifier selon la norme, truc, machin, chose, ça veut dire une vérification métrologique. Et une vérification métrologique, qu'est-ce que c'est ? C'est un étalonnage suivi d'un jugement de conformité. C'est-à-dire qu'on compare son appareil par rapport à un étalon, et après on dit, par rapport à mes critères, je juge s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Parce que l'étalonnage en lui-même, ça ne juge pas de la conformité, ça mesure un écart. C'est la vérification métrologique qui suit l'étalonnage qui donne le jugement de conformité. Donc je donne ces précisions parce que vérification, ça a l'air simple, n'importe qui peut le faire, mais une vérification métrologique, c'est autre chose. Jean-Michel, une dernière question, mais du coup, il y a une vraie responsabilité aussi du laboratoire derrière, de pouvoir à la fois d'avoir le matériel et de pouvoir donner cette vérification et ce tampon final. Oui, alors bien sûr. Alors là, on est dans un dispositif qui est volontaire. Aujourd'hui, personne ne me demande d'étalonner les appareils, donc on propose un dispositif volontaire. On a mis en place un système qualité. On a décidé que dans notre système qualité, on allait avoir la traçabilité des étalons, parce que c'est le niveau 1 de la qualité d'un laboratoire de métrologie, c'est est-ce que vos étalons sont traçables ? Quand vous dites que 40,2 ppm, c'est 42,2 ppm, comment vous le prouvez ? Donc moi, je sais prouver que mes étalons sont traçables. Par contre, il y a un niveau supérieur auquel je ne suis pas, parce que tant qu'il n'y a pas un engouement plus pour cette notion métrologique qui est l'accréditation COFRAC du laboratoire, c'est un niveau auquel peut-être qu'un jour on me demandera d'aller et on ira bien sûr pour accompagner les diagnostiqueurs. Mais on n'est pas à ce niveau-là aujourd'hui. Oui, là c'est l'accréditation, c'est encore un autre sujet. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour d'horizon sur ce sujet, qu'on a été précis parce que c'est des nouveaux termes, donc il faut s'acculturer à ce sujet. Merci pour la présentation de ce protocole aussi, et puis les diagnostiqueurs, puisque j'ai bien compris, c'est vous, les diagnostiqueurs, qui avez travaillé avec Testoun et qui a abouti à vous ce protocole. C'est la FIDI qui était... Voilà, c'est pour ça que j'ai apprécié. C'est la FIDI et Richard Morin qui va continuer peut-être à travailler dans ce cadre-là. Voilà. Mais enfin, la profession des diagnostiqueurs a œuvré sur ce sujet. J'avais une dernière diapo juste avant de conclure. Voilà. Alors, on a mis en place, on aimerait bien le faire sur la partie diagnostic. Transition Expo Vélo. C'est un petit webtoon pour sensibiliser les gens à l'usage du vélo. C'est pas une conférence, c'est une expo virtuelle qui a été faite avec l'ADEME. Et on va le dupliquer aussi bientôt sur la copro, sur le tertiaire. Et on pourrait imaginer des choses pareilles sur le diagnostic pour sensibiliser les diagnostiqueurs sur la métrologie et tout ce qu'ils doivent faire autour de ces sujets-là. On pourrait avoir un petit webtoon amusant. Voilà, vous pourrez scanner le QR code. Il y a dans la salle aussi, pour le public qui est dans la salle, vous pourrez le scanner et voir, il y a un petit quiz aussi, même un grand quiz, voir le niveau que vous avez sur la connaissance des enjeux du vélo. On peut applaudir les conférenciers pour leur présentation aujourd'hui.